avec un bac S. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc je suis parti une année en prépa. J'ai vite arrêté parce que je ne m'y retrouvais pas. J'ai fini l'année en réfléchissant un peu et en partant travailler en Angleterre. J'ai poursuivi avec un IUT pendant 2 ans. Donc là c'était une spécialité génie civil. Et puis toujours en ayant l'optique de vouloir continuer, mais pas forcément de m'enfermer dans le génie civil. Et puis en me spécialisant pendant mon IUT sur le génie climatique, j'ai trouvé ça intéressant et donc j'ai postulé à l'INSA Strasbourg. Et puis voilà. J'ai également fait un bac scientifique et à la sortie, mon objectif c'était de faire ingénieur, c'est ce qui me plaisait. Donc je suis allé à l'INSA de Strasbourg, j'ai découvert les différentes spécialités, je voulais faire du génie civil à la base mais ça m'a pas plu finalement. Et j'ai découvert la spécialité génie climatique et énergétique. Par contre le format de cours ne m'a pas convenu. J'ai préféré retourner en DUT génie climatique et énergétique. Là j'ai trouvé ma voie et finalement j'ai découvert que cette formation était dispensée en alternance. Et ça m'a vraiment intéressé et j'ai fait ce choix que je regrette absolument pas. Le gros avantage de la valeur actualisée nette, c'est que ça tient compte de l'ensemble des cash flows sur l'ensemble de la durée de vie du projet. Donc on va avoir une difficulté à calculer le taux interne de rentabilité. Le deuxième exercice qui va porter sur des cash flows avec des changements de signes. Et le troisième exercice sur l'incohérence entre vannes et tir quand on va comparer deux projets. Je passe parmi vous pour voir ce que vous faites et répondre à vos questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a finalement derrière les critères de vannes, derrière les critères de tir? Taux interne de rentabilité ou taux de rendement interne, hein? Pourquoi? Vous savez bien que j'aime pas les réponses sans pourquoi. Si petit r est inférieur à 10%. La vanne est une fonction du taux d'actualisation. C'est ce que j'ai dessiné au tableau. Ce sont des outils financiers d'aide à la décision d'investissement. Donc on va regarder d'un point de vue financier le rapport entre ce que l'investissement me coûte et ce que l'investissement me rapporte. La formation académique que l'on donne est une formation généraliste en génie climatique. Dans la mesure où nous recrutons des jeunes avec des profils différents, nous souhaitons donc très rapidement leur donner à chacun un même socle, technique, métier. Et donc on démarre la première année avec le génie climatique pur et dur. Oui, mais ce qu'on veut, c'est c'est limiter son échauffement. Une dizaine de mètres par centrale, ça réduit forcément les rendements. On a un certain nombre de réseaux qui cheminent. Réseau de télécommunications, réseau d'eau, et là on a l'exemple d'un ballon. Bon, là on a deux circuits, un circuit solaire, un circuit d'appoint, qui est électrique ou autre. On envoie de l'eau froide en bas, on récupère l'eau chaude en haut, et c'est calorifugé. Ça, c'est un niveau d'alimentation qui part de ce niveau-là et qui va jusqu'au niveau d'au-dessus. Donc on a deux colonnes verticales, une par ici, une par là, qu'on retrouve au rez-de-chaussée, ici et là. Moi tout le monde m'a dit qu'ils étaient contents de voir quelqu'un qui voulait voir en même temps qu'il apprenait, voir comment fonctionnait l'entreprise. Et tout le monde est ouvert et en fait on me fait partager son expérience et puis petit à petit même vient me demander conseil des fois sur des choses où ils sentent que moi j'ai un juge d'avoir le cours, donc c'est encore frais dans ma tête. En deuxième année, on commence à ouvrir vers d'autres disciplines plus transversales. Et la formation que l'on donne fait réagir les jeunes, puisque les jeunes ont un vécu en entreprise et appliquent en entreprise ce que l'on apprend à l'école. Donc bien entendu à de degrés divers suivant les disciplines. Mais c'est ce qu'on constate effectivement donc, avec ce type de public. Et enfin, c'est une formation profitable aux deux parties, à savoir nous-mêmes apprentis, et l'entreprise qui nous accueille. Et en dernière année, de l'ouverture donc vers le management, vers l'éco-conception, vers de l'environnement, etc., etc. Sujets qui ne sont pas d'actualité, bien entendu, au jour J, mais qui le seront, bien entendu, d'après nos informations et d'ici quelques années. J'ai vu la dernière fois, le quatrième principe étant la combinaison des stratégies de réduction du management participatif, où finalement on ne peut pas considérer que de mettre en place une démarche d'éco-conception et en particulier quelque chose de mesurable qui est une analyse du cycle de vie, sans y associer l'ensemble des acteurs qui vont participer, que ce soit depuis finalement l'ingénieur, le cadre, à l'ouvrier, d'un point de vue environnemental, différents types de produits qui rendent le même service. Oui, je disais intonation. La gestion du temps qui peut être évidente. Si vous le diminue, je vais arriver au bout, c'est embêtant aussi. L'espace, l'addiction, et maintenant. Alors là, avec le
dernier à nous présenter l'efficacité énergétique, essayer de rendre les installations les plus économes possibles. Si on aurait une forme de triangle. J'ai dit à Boulet, tiens, c'est marrant, en 2030, on a résumé sa vie. On va pas revoir chaque fois 3 minutes, 30 secondes. Je vais vous parler d'abord de mon parcours scolaire, mes passe-temps, mes passions. Regardez tout ça. C'est un rapport différent, quoi. C'est un échange. Des fois, on peut aussi donner notre point de vue et on peut même nous le demander parfois sur comment nous on a fait, si on a déjà eu l'expérience sur ce point-là. Des fois, on voit des choses en premier lieu en entreprise avant de l'apprendre théoriquement à l'école. À ce moment-là, on peut donner notre point de vue et de manière générale, on est écouté par des professeurs intéressés quoi, par notre avis. Nous avons également dans la formation des travaux pratiques, alors ça peut paraître surprenant donc, de former des apprentis via des travaux pratiques en laboratoire. Pas vraiment, puisqu'en fait l'objet des séances de travaux pratiques, c'est d'une part de garantir à ce que chaque apprenti ressorte de l'école avec la même formation et information de base, donc le cœur de métier, le socle technique minimum d'un ingénieur INSA. Et pour concrétiser encore plus ce que l'on peut leur donner en cours, les travaux pratiques sont forcément nécessaires. Donc sachant qu'en plus ici à l'INSA nous avons la chance d'avoir une plateforme très diverse qui permet donc de former des jeunes sur des techniques qui vont, je dirais, des systèmes classiques de chaudière gaz, des chaudières pellets, du solaire thermique, des pompes à chaleur sur capteur géothermique, des systèmes absorption gaz, de la cogénération. Donc nous avons un panel de techniques sur lesquelles nous formons nos jeunes, qui leur permet, lorsque ces jeunes sont en entreprise, d'avoir un minimum de bagages sur ces techniques. Et des bagages concrets, pas uniquement des bagages théoriques en tableau. Les jeunes, forcément, ne sont pas tous dans une même type d'entreprise. Nous avons des jeunes qui sont dans un bureau d'ingénierie, des jeunes qui sont dans des entreprises d'installation, donc c'est qu'en fait qui sont en charge de mettre en œuvre les systèmes climatiques conçus par les bureaux d'études. J'ai commencé en première année en faire du chiffrage. Donc là, ça consiste en fait à recevoir des appels d'offres et à les étudier techniquement assez rapidement et mettre un prix qui soit le plus juste possible pour avoir gagné l'affaire. Et ça, c'est dans l'optique de voir le plus possible de schémas de principe et de nouvelles technologies pour se faire une expérience. Donc c'est un bon départ. Puis petit à petit, je suis passé plutôt vers le bureau d'études, exécution, où là, on se pose des questions plus techniques et plus approfondies quoi, sur ce qu'on a chiffré avant. Et moi, c'est un travail de bureau, puisque c'est vraiment en fait l'idée de se faire valider le matériel qu'on veut installer par les bureaux de contrôle et les bureaux d'études. Donc c'est vraiment de la recherche, des calculs. Il y a quand même toujours un peu de dialogue et puis soit entre nous, soit avec les fournisseurs pour choisir quel matériel on va proposer et puis le justifier. Petit à petit, je serai amené à passer plutôt vers les métiers de chargé d'affaires où là, ça sera du métier de terrain avec réunion de chantier toutes les semaines et puis justification au client. Durant les 2 premières années, j'ai navigué entre les services de chiffrage et de conduite de travaux, essentiellement sur des travaux de bureau, donc en partie chiffrage, répondre à des consultations, donner des prix sur du matériel, choisir, dialoguer avec les fournisseurs pour trouver les bonnes solutions ou les meilleures solutions que ça demandait. Beaucoup de parties vraiment techniques, un peu tout seul. Et ensuite, la partie conduite de travaux, donc là, c'est tout ce qui est encore du choix, des négociations, des commandes, du listing de matériel, réaliser les plans pour aider les ouvriers, les manager petit à petit, de plus en plus. Et là, je vais finir ma 3e année vraiment comme conducteur de travaux. Donc là, en ayant mes propres chantiers, que je vais devoir gérer en relation avec le client, les éventuels sous-traitants, les choix de ces sous-traitants, la maîtrise du budget qui est imposée par le chiffrage, la réalisation des devis pour travaux supplémentaires, toutes ces actions combinées avec la responsabilité du chantier. L'avantage pour l'entreprise d'accueillir un apprenti, c'est de pouvoir, entre guillemets, lui fournir une formation adaptée à son métier. Alors que, bien entendu, lorsque l'entreprise prend un jeune de formation classique, il y a toujours une phase d'adaptation de ce jeune au métier de l'entreprise.